Chers entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans ce webinaire dans lequel nous allons voir quelles sont les 5 étapes clés pour capitaliser sur votre savoir-faire et doubler vos profits en 12 mois ou moins. Dans ce webinaire, nous allons voir, vous allez notamment découvrir quels sont les facteurs qui annihilent la croissance de près de 70% des PME françaises. Et peut-être que vous êtes dans ce cas. Vous verrez également quelle est la différence entre la boucle vicieuse et la boucle vertueuse du développement d'une entreprise. Et on va également voir quels sont les risques de la non-croissance et comment s'en prémunir. Toujours dans le cours de ce webinaire, vous allez découvrir pourquoi est-ce que la formule pour doubler vos profits est en fait simple et accessible. Vous verrez également quelles sont les 5 étapes clés qui permettent chaque jour à des centaines d'entrepreneurs de passer à l'étape supérieure. Et vous verrez également quelles sont les contraintes de la méthode de façon à vous permettre d'apprécier si vous pouvez ou pas postuler pour cette approche. Alors, deux mots à notre sujet. Mon nom est Armel Laminci. Je suis votre humble serviteur aujourd'hui. Ma formation, j'ai eu le privilège de faire une école de commerce et ensuite un DESS en création, reprise et redressement d'entreprise à Clermont-Ferrand. Euh, Ensuite, j'ai également fait une formation de troisième cycle dans le management des réseaux de franchise et commerce associés. Donc ça, c'était à Colmar avec c'est une formation qui est organisée en binôme avec la Fédération française de la franchise. Alors, d'un point de vue professionnel, une expérience plutôt des trois côtés de la barrière, c'est-à-dire à la fois côté justement réseaux commerciaux, etc. Parce que je suis fondateur de Franc Profit, une entité qui est donc qui fait du conseil en structuration et développement d'entreprise, de réseaux de commerce associés, etc. En tant que responsable du pôle formation pour cadre de la franchise avec EPAC International, qui est le premier cabinet de conseil européen en franchise, fondé en 71, cabinet qui a cofondé la Fédération française de la franchise, co-rédigé les codes de déontologie, etc. Et parallèlement à ces occupations, je suis moi-même franchisé dans le domaine du service à la personne et je suis dirigeant d'une petite entreprise indépendante dans le domaine du textile. Donc voilà. Alors quelques dossiers traités, donc c'est les logos d'entreprises que vous voyez là, c'est des dossiers sur lesquels euh, j'ai eu le privilège d'intervenir, que ce soit en formation, que ce soit sur des missions de conseil, d'audit, que ce soit sur des missions de développement à part entière. D'accord. Justement, concernant n'est-ce pas, le processus, le processus que je me propose de vous révéler dans cette vidéo, l'une des enseignes qui a exploité ce processus s'appelle Roland Réauté, c'est celle que vous voyez là. Et l'entreprise a été fondée en 54. Elle avait 5 points de vente en 2007. Elle a démarré son projet de développement, celui que nous allons étudier dans le cadre de ce webinaire en 2008 et 12 mois après, moins de 12 mois après, elle était passée de 5 points de vente à 13 points de vente. Il faut, il faut noter que c'est des unités qui font entre 800 000 euros et 1 million, 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, une telle augmentation de la taille de l'entreprise, vous imaginez que ça a des effets substantiels sur le résultat. Alors donc en 2010, les résultats du développement portent le nombre de points de vente à 25 unités. Je vais vous prendre un autre exemple, pareil, un autre exemple également sur lequel on est intervenu beaucoup plus en amont pour vous montrer que ce n'est pas une méthodologie qui est réservée qu'aux entreprises de très grosse taille ou très anciennes. L'entreprise déménager seule, c'est également un dossier sur lequel j'ai eu le privilège d'intervenir. Le concept a été créé en 2008 en fait. C'était créé par des professionnels de la mobilité qui avaient identifié une niche sur ce marché-là et qui se sont dit en 2008 on va créer un concept euh, qu'on va développer spécifiquement sur le marché du déménagement. Donc ils ont créé le concept en 2008. Ils avaient un seul point de vente en 2008 évidemment. Ils ont tout de suite démarré leur projet de développement en 2008 et en 2009, c'est-à-dire 12 mois après, ils avaient déjà une vingtaine de points de vente et aujourd'hui en 2010, donc ils, ils ont euh, ils ont 41, ils ont plus de 41 points de vente.
Alors qu'est-ce qu'ont fait ces entreprises que les autres entreprises ne font pas? Ou même pire, qu'est-ce que les autres entreprises font qui semble les mener plutôt dans la direction opposée? Euh, Tout d'abord, si vous êtes probablement déjà, vous avez déjà probablement été exposé à un constat choquant dans l'économie française, c'est que selon les statistiques, 70% du tissu économique français est constitué d'entreprises de moins de 20 salariés. Donc, c'est un tissu économique constitué majoritairement de beaucoup de petites entreprises. Et sur ces 70%, 90% d'entre elles sont des entreprises qui n'ont pas plus de 2 salariés. D'autre part, tout presque repose dans ces entreprises sur les épaules du fondateur. En ce moment d'ailleurs, notre économie traverse un véritable challenge qui est celui de la transmission d'entreprises, parce qu'un certain nombre de ces entreprises qui ont été créées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, maintenant, les fondateurs sont en train de prendre leur retraite, donc les challenges de la transmission sont totalement d'actualité. Et donc, dans ces entreprises, euh, le problème, c'est qu'en cas de décès du fondateur, en général, l'entreprise périclite dans les 2 années qui suivent. Et le pire, c'est que ça fait 40 ans que ça dure. Ça fait 40 ans qu'on sait que ces statistiques fonctionnent de cette façon-là. Alors, de façon extrêmement concrète, ça fait peut-être un petit peu moins longtemps, cette statistique est une véritable constance dans notre tissu économique. Ça fait très longtemps qu'on sait qu'il est constitué majoritairement des entreprises de toute petite taille, euh, où la pérennité de l'activité a du mal à aller au-delà de la personne du fondateur. Alors, et précisément dans notre webinaire d'aujourd'hui, notre objectif est de voir comment contourner ce phénomène également, compte tenu du fait que euh, quand vous regardez tous les efforts que vous faites pour créer votre entreprise, ce serait dommage que celle-ci ne puisse pas aller au-delà de la personne du fondateur, ce qui veut dire par ailleurs que vous êtes intimement lié au fonctionnement et à la survie de votre entreprise, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous en détacher pour faire autre chose. Ce qui est en tout cas la réalité pour la très grande majorité des entrepreneurs français. Et l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est justement de comprendre comment résoudre cette difficulté. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'on est face à cette réalité? Donc, retournons à la jeunesse. Quel est le constat qu'on fait lorsqu'on analyse le processus de création des entreprises? C'est que la plupart des entreprises sont créées de deux façons, soit par opportunité, soit par passion. Et après avoir traversé la zone trouble de post-création, le fondateur ne réalise pas, en général, qu'il faut changer de cap. C'est là où je me propose de vous présenter le concept de la boucle vicieuse, la boucle vertueuse du développement d'une entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fameuses boucles en fait? C'est que quel que soit le démarrage de l'entreprise sur un fonctionnement opportuniste ou sur un fonctionnement plutôt entre guillemets par passion, toute entreprise est amenée à traverser la période de post-création. D'ailleurs, la moitié d'entre elles ne traversent pas cette étape, mais je pense que si vous aujourd'hui, c'est que vous avez pu traverser cette étape. Et normalement, après avoir traversé cette étape, l'étape suivante, c'est la structuration et la modélisation des opérations au sein de votre entreprise. Et ensuite, il faut démultiplier ensuite les facteurs de l'équation du succès. Donc c'est celle que vous voyez marquée là, c'est-à-dire chiffre d'affaires égal panier moyen fois nombre d'achats multiplié par le nombre de clients, et je vous propose de revenir là-dessus dans un instant. Et une fois que vous avez donc décuplé donc les facteurs de cette équation, vous accédez donc à une phase de développement et de pérennité, et ensuite il faut à nouveau venir structurer et modéliser, démultiplier à nouveau les facteurs de l'équation, et c'est de cette façon que vous entrez donc dans le fameux cercle vertueux du développement de votre entreprise. Simplement, la réalité n'est pas celle-là. La réalité pour la grande majorité des entreprises françaises est que euh, elles ne traversent pas, après la traversée de la période post-création, elles ne passent pas à l'étape où elles structurent et elles modélisent leurs opérations pour entrer dans le cercle vertueux, mais en fait elles occultent carrément cette partie, et elles rentrent plutôt dans un cercle vicieux où
à peine avoir traversé la période de post-création, elles reviennent sur un mode de fonctionnement plutôt opportuniste où on continue à chercher, l'entreprise fonctionne au gré des opportunités et elle réalise entre guillemets le chiffre d'affaires, comme disait un de mes anciens, un de mes précédents collaborateurs. Donc, elle réalise le chiffre d'affaires qu'elle ne peut pas éviter et malheureusement reste dans ce fameux cercle vicieux. Alors, euh, comment est-ce qu'on peut aller au-delà de ce cercle vicieux? Regardons un petit peu de plus près l'équation, la fameuse équation du succès. Donc, l'équation du succès, donc, c'est chiffre d'affaires. Pour l'équation du succès dans le développement de votre entreprise, c'est le chiffre d'affaires qui est égal au nombre de clients multiplié par le panier moyen multiplié par le nombre d'achats. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a que trois façons d'augmenter le chiffre d'affaires d'une entreprise. Soit vous augmentez le nombre de clients, soit vous augmentez le panier moyen, soit vous augmentez le nombre d'actes d'achat. Ou alors, vous pouvez faire une combinaison des trois formules et c'est précisément ce que vous permet de réaliser le, le, le modèle de développement que nous allons traiter dans un instant. Et si vous augmentiez les trois paramètres de l'équation? Ouvrir d'autres unités semblables à la vôtre vous permet de démultiplier rapidement les trois paramètres, c'est-à-dire de façon certaine le nombre de clients et la fréquence d'achat globalement dans votre réseau d'entreprise, dans votre groupe, dans le réseau d'entreprise à votre marque et probablement dans un petit peu moindre mesure le panier moyen. Mais globalement, vous avez, en ouvrant des unités semblables à la vôtre, vous avez un effet de levier immédiat sur deux des trois paramètres de l'équation de façon certaine et probablement de façon un peu indirecte le troisième paramètre qui est le panier moyen parce que en créant un réseau vous créez une marque et en créant une marque vous octroyez le droit de pouvoir augmenter également vos prix. Et vous allez me dire probablement ouvrir d'autres unités vous pose des problèmes de contraintes, notamment d'un point de vue du point de vue de vos ressources humaines et financières. Et ce qu'il y a de formidable dans la stratégie que je me propose de vous présenter lors de ce webinaire, c'est de vous montrer comment vous organiser pour que d'autres partenaires vous proposent de vous affranchir donc de ces contraintes et ouvrent vos unités à votre place. Bienvenue donc dans le monde de la franchise et des réseaux commerciaux et dans la suite du webinaire, nous allons vous démystifier, vous simplifier et vous rendre accessible cette stratégie de développement. Alors, quelles sont donc les 5 étapes clés pour capitaliser sur votre savoir-faire et doubler vos profits en 12 mois ou moins? La première étape, c'est celle du concept. La deuxième étape consiste à travailler sur les paramètres financiers. La troisième étape consiste à mettre en place l'organisation nécessaire. La quatrième consiste à se doter des outils dont vous avez besoin pour réellement capitaliser sur ce savoir-faire et doubler vos profits. Et la cinquième étape consiste à mettre tout ce qu'on vient de voir en musique pour pouvoir en tirer les bénéfices que vous êtes en droit d'attendre. Alors, commençons donc par analyser d'abord le concept. Il s'agit pour vous de démarrer avec les meilleures armes et c'est ça le bon concept en fait. Donc, que veut dire préparer son concept concrètement? Tout d'abord, il faut commencer par définir le positionnement. Qu'est-ce que c'est que le positionnement? Le positionnement, c'est simplement la réponse à la question. Ça consiste pour vous à répondre à la question qui est-ce que vous êtes pour votre client et quelles sont les promesses que vous faites à votre client et est-ce que ces promesses sont crédibles et rentables pour vous? Voilà. Est-ce que ces promesses sont crédibles pour votre client et rentables pour vous? Donc ça c'est la première question fondamentale à laquelle vous devez répondre pour pouvoir, n'est-ce pas, réellement travailler et vous doter d'un concept suffisamment performant pour vous développer efficacement et de façon rapide sur les 12 prochains mois. La deuxième étape consiste à travailler sur les aspects marketing et vente, c'est-à-dire à la fois comment générer le buzz et faire entendre la promesse justement de votre marque et comment mettre en place, optimiser, améliorer et maximiser les techniques de vente qui vous permettent justement de convertir les prospects en clients. Donc ça c'est la deuxième étape. Ensuite dans la troisième étape il s'agit
de mettre en place tous les outils de pilotage ainsi que les outils contractuels qui vous permettent de sécuriser et de piloter efficacement votre activité. Donc tous les indicateurs financiers et les dispositifs contractuels qui vous permettent de sécuriser et de piloter efficacement votre activité. Ensuite, vous avez le pôle process et opération où il s'agit de formaliser de façon extrêmement précise la façon dont les opérations doivent être menées au sein de votre entreprise. Et puis vous avez donc le cinquième pôle dans la préparation de votre concept qui concerne les ressources humaines et le management de votre équipe. Donc, comment est-ce que vous recrutez, comment est-ce que vous formez, comment est-ce que vous rémunérez, comment est-ce que vous dynamisez et comment est-ce que vous séparez des membres qui composent votre équipe quand ceci ne ferait pas l'affaire. Donc, c'est ça les 5 éléments qu'il faut passer au crible lorsque vous préparez votre concept. La question majeure à se poser étant, mon concept est-il optimisé pour la franchise? Est-ce que j'ai pu déterminer un positionnement clair, crédible et rentable pour pouvoir me développer? Et est-ce que les autres éléments du concept sont cohérents avec le positionnement? Ça, c'est extrêmement important. C'est que les 4 autres éléments doivent être étroitement cohérents avec le positionnement pour que vous puissiez réellement avoir une expression claire dans l'esprit du consommateur et donc pouvoir vous développer pérennement sur votre marché. Ensuite, ici l'objectif donc c'est de construire un concept cohérent et adapté à vos forces qui vous donne un avantage stratégique sur le marché. Et il peut être nécessaire ici de repenser votre concept car le positionnement actuel du concept n'est peut-être pas le plus adapté pour un développement rapide. Ça, c'est important de le savoir et ne soyez pas tenté d'aller trop vite en besogne parce que les erreurs faites ici coûtent très cher à rattraper par la suite. Parfois, il faut recommencer le processus à zéro ou alors il faut apporter des modifications extrêmement coûteuses sur l'ensemble de votre système. Donc vraiment, prenez le temps de faire les choses correctement à cette étape. Ensuite, nous allons passer maintenant à la deuxième étape, donc c'est celle qui concerne les paramètres financiers. Il s'agit ici de déterminer les paramètres financiers optimum pour pouvoir déployer votre stratégie de développement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire concrètement tout d'abord de définir quels sont les investissements relatifs à votre concept. C'est-à-dire que pour pouvoir créer une unité similaire à la vôtre de façon économiquement la plus optimale possible, quels sont les paramètres financiers à ce niveau et est-ce que ces derniers sont optimisés. Deuxièmement, il s'agit du droit d'entrée, c'est-à-dire que si jamais des personnes souhaitent par exemple développer une entité similaire à la vôtre, combien est-ce qu'ils devraient vous verser pour pouvoir en contrepartie du temps que vous leur ferez gagner en leur transmettant justement votre savoir-faire. Ensuite, la troisième dimension consiste à fixer les paramètres relatifs à la royalty ou à la redevance récurrente. C'est-à-dire que ce qui est formidable dans cette stratégie de développement, c'est que non seulement effectivement vous percevez vous percevez une somme d'argent au départ de la relation, mais tout au long de la relation, les personnes qui développent votre entreprise pour vous, entre guillemets, à votre place, vous reversent de façon récurrente des redevances. Ensuite, pour la communication et la publicité, quels sont les paramètres, quels sont les pourcentages, quels sont les montants de redevances, communication et publicité. Il faut également fixer ce montant en amont. On ne peut pas se permettre de naviguer à vue ici. Je connais des entreprises qui ont implémenté cette stratégie de développement et qui se sont retrouvées dans des situations délicates uniquement parce que ce point avait été négligé. Et enfin, donc les remises ristournes et rabais sur produits que vous pouvez recevoir des fournisseurs éventuellement. Comment est-ce que vous envisagez de les répartir entre les différents partenaires de votre réseau, les différents partenaires de votre développement. Donc c'est ça les 5 paramètres financiers sur lesquels vous devez absolument plancher pour pouvoir
vous développer sereinement. Et les questions à vous poser étant ici, est-ce que mes paramètres financiers sont optimum? Est-ce qu'ils me permettent d'avoir un concept attractif? Est-ce qu'ils me permettent, est-ce qu'ils permettent au franchisé de gagner sa vie également? Parce qu'il n'y a pas, vous n'êtes pas, vous ne devez pas être seul à trouver votre compte dans la relation. Il faut également que votre partenaire éventuellement franchisé puisse gagner sa vie. Est-ce qu'ils permettent également de financer tous les coûts directs et indirects de votre développement? Et si votre concept n'est pas attractif, quelle peut en être la compensation? Parce que tous les concepts, il faut savoir une chose, c'est que les personnes qui vont vous rejoindre ne viendront pas vous rejoindre uniquement pour l'attractivité financière de votre concept, mais ils peuvent venir pour d'autres raisons. À ce moment, il faut savoir quelles sont ces raisons, ces raisons pour lesquelles d'autres personnes peuvent venir peuvent décider de rejoindre votre concept, votre réseau, et donc de se développer, finalement de vous permettre de développer votre entreprise en apportant tous les moyens financiers et humains qui sont nécessaires. Donc ici l'objectif est de construire un système financier équilibré, c'est la condition sine qua non pour la pérennité du système. Si les deux parties ne trouvent pas leur compte dans l'affaire, votre stratégie elle est vouée à l'échec à court ou moyen terme. Et les paramètres financiers mal calculés sont la cause de la mort de plus de 70% des réseaux de franchise dans les 5 premières années. Donc il faut vraiment euh, faire les choses de façon extrêmement professionnelle à ce niveau et être sûr que vous avez intégré tous les paramètres, toutes les contraintes. Alors, sachez également que les coûts cachés sont la véritable bête noire du franchiseur, donc de vous ici, et renseignez-vous dans votre cas précis pour savoir quel serait le coût réel de l'investissement pour vous pour ce type de conseils, ce type d'informations, vous pouvez par exemple nous contacter. Nous sommes entièrement à votre disposition pour vous fournir pour faire ce type d'analyse avec vous. Voilà. Ensuite, donc nous allons passer à la troisième étape, donc qui consiste à construire une organisation pour pouvoir réussir votre déploiement. Euh, la préparation de l'organisation, alors ça passe par plusieurs étapes. La première étant une organisation pour pouvoir gérer votre développement. C'est-à-dire le développement, c'est précisément l'action de pouvoir recruter de nouveaux partenaires, de pouvoir prospecter et recruter des gens qui vont apporter l'argent et les ressources humaines pour pouvoir développer votre entreprise. Deuxième étape, c'est l'animation. C'est une fois que vous avez créé et développé ce réseau d'entreprise, qu'est-ce que vous mettez en place pour vous assurer que la vie au sein de votre réseau est agréable et que les parties qui vous rejoignent ont envie de rester et de continuer et de promouvoir l'aventure. Troisième dispositif que vous devez mettre en place dans votre organisation, c'est l'organisation marketing. Parce que l'une des raisons, parmi les deux raisons pour lesquelles des personnes auront envie de vous rejoindre, les personnes auront envie de rejoindre un réseau de façon générale, c'est parce qu'ils ont un marketing centralisé. Et à ce niveau, c'est une véritable responsabilité pour vous en tant que tête de réseau de mettre en place une organisation marketing qui permette de tenir les promesses qu'on est en droit d'attendre d'un réseau, c'est-à-dire de générer du trafic dans les unités, dans les implantations, de générer du chiffre d'affaires pour vos implantations partenaires et ou franchisés, et donc de leur permettre d'être financièrement heureux. Ensuite, troisième étape, c'est la logistique, l'organisation logistique. Si vous avez des produits, si vous êtes dans votre activité, vous avez de la livraison de produits par exemple, ou des services, ou alors votre organisation, votre prestation est basée sur la prestation logicielle ou autre. Tout ça, ça rentre dans ce poste logistique. Il faut vous assurer que vous avez mis en place également l'organisation logistique pour pouvoir répondre au développement de votre réseau. Ensuite, la cinquième étape, c'est tout ce qui a trait au back-office, c'est-à-dire que pour tous ces quatre autres services, c'est-à-dire développement, animation, marketing et logistique, vous aurez besoin de services support. Ici, c'est important de vous assurer que vous avez mis en place l'organisation qu'il faut pour pouvoir répondre à ces problématiques. Voilà. Alors, les questions à se poser ici, c'est est-ce que mon organisation dispose
de toutes les composantes critiques pour le bon fonctionnement de mon réseau en franchise? Et est-ce que les éléments que j'aurais davantage, est-ce qu'il y a des éléments, quels sont les avantages, les éléments que j'aurais davantage intérêt à externaliser? Parce que euh, dans le développement par le biais par le biais de systèmes de réseau, l'objectif c'est de construire une organisation qui puisse attirer, convaincre, former, lancer et animer efficacement, profitablement et de façon pérenne un réseau de franchise, mais il n'est pas indispensable d'avoir en place toutes les composantes de l'organisation dès le premier jour parce que très souvent tout intégrer peut être parfois coûteux, surtout au démarrage où la masse critique n'est pas encore au rendez-vous. Donc certains morceaux de votre organisation peuvent être externalisés. C'est tout à fait normal, ce n'est pas gênant. Il faut aussi longtemps que c'est planifié. Par contre, quand vous externalisez en catastrophe, en général, vous perdez beaucoup d'argent. Donc, il faut vraiment mener la réflexion en amont et répondre à ces questions en amont avant de vous lancer dans votre projet de développement. Alors, maintenant nous allons passer donc à la quatrième étape qui consiste à se doter des outils indispensables. Alors, c'est quoi les outils indispensables? La mise en place de ces outils. Le premier outil est celui qui est vraiment au cœur du fonctionnement de votre système. C'est la Bible de votre concept et les supports de formation. C'est-à-dire, si vous avez bien formalisé votre concept et vous avez une bonne Bible, c'est-à-dire que vous avez un document qui aujourd'hui est généralement électronique, c'est-à-dire accessible via Internet et qui permet, que vous pouvez enrichir aujourd'hui avec la vidéo ou des choses comme ça qui sont beaucoup moins coûteux qu'il y a quelques années et qui vous permettra de former de façon efficace et efficiente d'un point de vue coût les équipes de vos franchisés ou de vos partenaires commerciaux. Donc ici c'est extrêmement important, cet élément, cet outil est vraiment au cœur du fonctionnement de votre système. S'il a des faiblesses, si la Bible de votre concept a des faiblesses, ces faiblesses se retrouveront dans la mise en place du concept par vos partenaires commerciaux ou franchisés et ça va en général contribuer à réduire la performance globale de votre concept. Donc, vraiment, mettez le temps qu'il faut ici à bien formaliser votre concept avant d'implémenter cette stratégie de développement. Ensuite, l'outil suivant, donc c'est le contrat DIP, donc c'est tout ce qui a trait à la partie contractuelle, donc contrat de franchise, contrat de partenariat, vous l'appellerez, vous l'appellerez en fonction de la forme contractuelle que vous aurez choisie, mais en tout cas il faut un contrat entre vous et vos partenaires de développement, ainsi que souvent un DIP, ça c'est un autre document juridique qui s'appelle documentation d'information précontractuelle qui est dû à vos partenaires commerciaux une vingtaine de jours au moins avant la signature du contrat final et qui intègre un certain nombre d'informations qu'ils sont tenus de savoir avant de s'engager. Ensuite, le troisième outil indispensable, c'est le manuel organisationnel, c'est-à-dire ce sont les processus au sein même de votre organisation de tête de réseau. Comment est-ce qu'on traite les demandes des partenaires ou des franchisés? Comment est-ce que on met en place une campagne de communication au sein du réseau? Comment est-ce que on gère l'information, le marketing interne et externe, etc., etc. Donc tous ces éléments doivent être définis au sein de votre organisation de tête de réseau en amont. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne les supports et les process de recrutement. Ça, c'est des éléments extrêmement importants. Ils sont malheureusement souvent négligés par beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs qui se lancent dans cette stratégie de développement. Pourtant, c'est ceux-là qui vont vous permettre, qui auront une incidence, ces éléments auront une incidence directe sur votre propension à recruter et à accélérer rapidement dans votre développement. Donc c'est ça pour les outils. Les questions que vous devez vous poser à cette étape, c'est est-ce que mon concept est suffisamment formalisé pour permettre une duplication efficace? Est-ce que mon dispositif contractuel est suffisamment équilibré pour permettre une relation saine et pérenne? Est-ce que mon organisation de franchiseur est suffisamment préparée pour accueillir un type de partenaire particulier ou un autre en fonction du niveau d'engagement que vous souhaitez avoir vis-à-vis de vos partenaires commerciaux, tout en sachant que plus vous leur fournissez de services,
plus vous leur permettez de réussir. Et enfin, donc la quatrième question à se poser ici, c'est est-ce que j'ai les bons supports et les bons process de recrutement? Parce que comme je vous disais tantôt, ces éléments vont impacter de façon directe votre propension à trouver des partenaires. Donc l'objectif étant de se doter ici d'outils qui vont faire votre développement, qui vont déterminer le succès ou l'échec de votre développement en réseau. Et n'hésitez pas à faire vérifier vos outils par des experts spécialisés car en cas de litige, la faute est recherchée sur ces éléments en premier. C'est-à-dire que dans le cas où vous avez un problème un jour avec un de vos partenaires, ce qu'ils cherchent souvent, ce que les avocats de la partie adverse recherchent en premier, c'est les irrégularités dans vos outils. Donc là, ici, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à demander à un homme de l'art de regarder vos outils et de s'assurer qu'ils sont bien conformes aux exigences de la loi. Donc, nous allons maintenant passer à la cinquième étape de cette stratégie de développement qui est l'étape d'implémentation. C'est l'étape où vous mettez en musique tout le travail qui a été fait dans toutes les étapes précédentes. Donc à l'étape d'implémentation concrètement, c'est un processus qui est articulé autour de cinq sous-étapes entre guillemets. La première étant la génération des candidatures, c'est-à-dire ça consiste ici, le travail consiste à sélectionner les médias, concevoir vos pubs de recrutement et vos communications de recrutement et donc les mettre à disposition et passer mettre en place des campagnes de communication dans les médias. Ici, tout ce qui rentre également dans la génération de candidatures par le biais de réseaux sociaux qui aujourd'hui prennent une importance de plus en plus considérable dans les processus de génération de candidatures sont également envisagés parce que ça représente un média relativement moins coûteux et qui a un taux de conversion sensiblement plus élevé que les médias publicitaires classiques. Donc, première étape, générer les candidatures. Deuxième étape, traiter les candidats. Donc, une fois que les personnes lèvent la main pour dire je suis potentiellement intéressé par votre concept, qu'est-ce que vous leur dites? Quelle est la séquence que vous utilisez pour leur transmettre des documents, pour leur transmettre l'information de façon à maximiser le taux de conversion que vous pouvez en tirer. Ensuite, troisième étape, il s'agit de les faire signer et les faire réussir rapidement. C'est-à-dire les personnes qui s'intéressent à votre concept comment les convertir rapidement en franchisés et surtout les faire réussir très rapidement parce que le début de la relation est émotionnellement extrêmement chargé. Ils viennent en général d'y investir toutes les économies de leur première vie professionnelle et il est vraiment important qu'ils voient les résultats assez rapidement. Ensuite, la troisième étape consiste donc à analyser les statistiques, donc vos taux de conversion en fonction des différentes sources de prospects, des différents process de traitement des candidats et après vous n'avez plus donc qu'à optimiser les choix et les process en fonction, n'est-ce pas, des statistiques de l'analyse des informations que vous aurez tirées de l'analyse statistique préalable. Donc ici au niveau de l'implémentation de l'opération, les questions à se poser c'est est-ce que les médias choisis sont adaptés à ma cible? Ça c'est très important parce que en fonction du métier que vous faites, vous n'allez pas nécessairement recruter les profils dont vous avez besoin sur les médias sur lesquels communique la majorité des franchiseurs. Donc ici, il ne faut pas nécessairement faire les choses comme les autres les font. Il faut véritablement se poser la question de savoir est-ce que les médias choisis sont réellement adaptés à ma cible. Il faut également se poser la question est-ce que le processus de traitement des candidatures est efficace par rapport au taux de conversion classique. Ça, c'est également des questions à se poser. Est-ce que je procure une satisfaction suffisante pour arracher une recommandation de la part de mes premiers franchisés? Alors, cette troisième question, elle est absolument ça peut être un véritable catalyseur dans votre développement parce que quand vos premiers franchisés sont réellement franchisés ou partenaires commerciaux hein, sont réellement contents de l'affaire qu'ils ont fait en rejoignant votre réseau, qui sera probablement un réseau qui démarre, à ce moment les recommandations tombent assez rapidement et surtout ils ont
Il porte rapidement la bonne parole aux autres candidats qui s'intéressent potentiellement à votre concept et ces derniers signeront beaucoup plus vite s'ils entendent de la bouche de quelqu'un qui était exactement là où ils sont au moment où ils envisagent de rejoindre votre réseau et qui leur dit, écoutez, qui leur dit que c'est véritablement une bonne affaire et qu'ils peuvent signer sans se poser de questions. Donc ça, c'est extrêmement, pourquoi c'est extrêmement important de faire réussir rapidement les candidats qui vous auront rejoint au départ. Ici, l'objectif, c'est donc de créer le cercle vertueux qui vous propulse au sommet dans votre secteur d'activité. Mais il faut faire attention parce que le traitement des prospects, le succès des premiers candidats, c'est vraiment la clé. Et les premiers peuvent vous faire maladroitement abandonner une bonne stratégie. C'est-à-dire que le traitement des prospects peut vous faire maladroitement abandonner une bonne stratégie si vous vous y prenez mal au niveau du traitement des prospects. Et de l'autre côté, le succès des premiers candidats peut maladroitement mettre un terme à un beau projet si les premiers candidats ne réussissent pas. D'accord. Donc, nous venons donc de voir les 5 étapes clés pour capitaliser sur votre savoir-faire et doubler vos profits. Donc, la première étape, je vous le rappelle, c'était le concept, mettre en place un concept performant. Deuxième étape, déterminer vos paramètres financiers, des paramètres financiers équilibrés pour pouvoir, n'est-ce pas, maintenir une relation rentable et pérenne pour les deux parties dans la durée. La troisième partie, c'était la dimension organisationnelle. Il s'agissait de se doter d'une organisation organisée et structurée pour pouvoir accueillir un développement rapide de votre nombre d'implantations. Et donc, quatrième étape, c'était les outils. Il s'agissait là de se doter des outils indispensables pour votre développement, pour une telle stratégie de développement. Et donc, la cinquième étape est celle de l'implémentation. Vous mettez tout le travail qui a été fait avant en musique. Donc, alors maintenant, il est important que vous sachiez quelles sont les contraintes de la méthode pour pouvoir évaluer si c'est intéressant pour vous de vous y engager ou pas. Alors, quelles sont les contraintes du système? Pour que ça fonctionne, il faut tout d'abord une décision claire et délibérée de sauter le pas. La décision de se développer par le biais d'un réseau, de développer le nombre d'implantations par le biais d'un réseau, n'arrive pas de façon fortuite, ça ne se fait pas en dilettante, c'est quelque chose qui doit être décidé en amont par la direction et qui doit donc avoir une implication, qui doit donc avoir une implication totale de l'entreprise, de toutes les parties de l'organisation au sein de l'entreprise pour pouvoir réellement fonctionner. Il faut également déterminer le budget que vous allez lui accorder et vraiment allouer des ressources et non pas faire comme on le voit souvent dans les grands groupes, de prendre la décision en se disant c'est facile, de toute façon c'est les candidats franchisés qui payent, c'est vrai, mais il y a quand même un travail préalable à faire. Donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, il faut donc une réelle implication de l'équipe dirigeante, un véritable travail de préparation en amont et donc une implication rigoureuse de tous les membres de l'équipe. La récompense étant par exemple euh, étant un développement exponentiel du nombre de vos implantations. Alors, quel est le sort pour les entreprises qui ne grandissent pas? C'est extrêmement difficile. C'est parce que aujourd'hui, nous sommes à une ère où l'information disponible double tous les 6 mois, ce qui veut dire que le consommateur a de plus en plus besoin de repères pour prendre sa décision et qu'il a donc besoin également de donner un sens à sa consommation pour avoir l'impression d'avoir une place dans ce brouhaha global. D'autre part, Internet arrive dans les régions les plus reculées, le télétravail s'intensifie et les plus gros accentuent leur effet de levier parce qu'ils peuvent, n'est-ce pas, accéder à ces ressources, à ces opportunités qui sont offertes par la mondialisation. Le consommateur est par ailleurs beaucoup plus zappeur, il change sans arrêt et il est également beaucoup plus mobile, ce qui est d'ailleurs en relation avec le fait qu'il a besoin également, qu'il a également besoin de davantage de repères et l'ensemble de ces réalités de notre écosystème entre guillemets renforce le fait que les consommateurs a de plus en plus besoin de marques, il a besoin euh, de, de, de,
de pouvoir s'identifier à une enseigne. Les produits, entre guillemets, il y a de moins en moins de place pour les produits orphelins. Et ça, c'est malheureusement le sort pour les organisations qui ne choisissent pas d'accéder, qui ne mettent pas en place de stratégie pour avoir un degré de visibilité suffisamment critique sur la place, sur le marché. Donc, l'autre constat qui est intéressant, c'est que on dit parfois, on dit souvent qu'on ne prête qu'aux riches. Et là, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que vous pensez que c'est faux? Je vous laisse trouver la réponse. On ne soutient que les riches. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est faux? Je vous laisse trouver la réponse en vous souvenant des événements qu'on a traversés il n'y a pas très longtemps que ça pendant la dernière crise financière. Moi personnellement, en tout cas, un phénomène qui m'a que j'ai trouvé assez frappant, c'est que tous les États et tous les organismes soutenaient volontiers les organismes qui avaient une taille critique importante, et toutes les petites entreprises qui se retrouvaient en situation de cessation de paiement ne faisaient ne retenaient l'attention de personne, quoi. Donc ça, c'est un autre élément que vous devez prendre en compte si vous voulez vraiment vous inscrire dans une logique de pérennité. Pareil, on propulse d'abord les riches, tout ce qui concerne des levées de fonds, des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou que c'est faux? Donc, je vous laisse trouver la réponse. Donc, quelques exemples. On a vu tout à l'heure l'exemple avec Roland Réauté. Je voudrais également vous parler d'autres exemples. Par exemple, le comptoir d'Elle, c'est un concept qui a été créé en 2008, un point de vente en 2008. Il démarre son projet de développement par le biais donc de la franchise en 2008. En 2009, donc 12 mois après, il a 11 implantations, et en 2010, il termine l'année avec, il terminera l'année avec près d'une vingtaine d'implantations. Alors, ce n'est pas tout, et ce n'est pas seulement dans le domaine de la restauration que ça fonctionne. Dans le domaine du service à domicile, un concept qui s'appelle Axio Service, donc concept créé en 2006, un point de vente en France en 2006, je crois qu'il a été créé en avril, le point de vente a été créé en avril également, le projet de franchise a démarré en juin ou en juillet 2006, en 2007, c'est-à-dire moins de 12 mois après, il y avait déjà plus d'une vingtaine d'implantations créées. Et puis en 2010, on en est à plus de 110 implantations. Alors, j'essaie de prendre quelques exemples pour que, en fonction de votre activité, vous puissiez, n'est-ce pas, vous identifier. Ce n'est pas seulement dans les domaines du B2C que c'est possible. Dans le domaine du B2B aussi, voici une entreprise qui s'appelle Spratly Conseil, qui est une entreprise qui est un concept d'aide et subvention pour entreprises. Donc, c'est un concept exclusivement B2B. Alors, c'est vrai que le potentiel est un petit peu moins important qu'en B2C, mais le concept est fondé en 2003, une implantation en 2003, le démarrage du projet de développement démarre en 2003 également, et 9 ans plus tard, en 2004, il y a déjà plus de 9 implantations, et en 2010, donc il y a plus de 23 implantations. Mais ce n'est pas seulement dans le B2B, même si vous êtes dans une activité, vous êtes à la fois B2B et B2C, c'est aussi tout à fait possible. Et c'est le cas de Cartridge World, donc, qui est un concept spécialisé dans le domaine de la remanufacturation de cartouches d'encre. Et c'est d'ailleurs une entreprise que je connais très très bien parce que j'y ai passé un peu de temps en tout début de ma carrière. C'est un concept qui a été fondé en 88, un point de vente en 2003, démarrage du projet de développement en 2003, plus de 10 implantations en 2004, et en 2010, il y a plus de 145 implantations. Donc c'est assez spectaculaire. Pareil, un autre exemple dans un domaine beaucoup plus manuel, un domaine entre guillemets enfin un peu moins glamour que tout ce qu'on a vu avant. Donc Illico, donc dans le courtage en travaux, un domaine vraiment obscur, concept créé en 2000, un point de vente en France en 2000, démarrage du projet de développement en 2002, plus de 12 implantations en 2003, donc moins de 12 mois après, et plus de 140 implantations en 2010. Donc tout ça, c'est des exemples réels que je souhaite partager avec vous pour vous permettre vraiment de vous identifier dans un cas ou dans l'autre, et de voir dans quelle mesure ce type de projet de développement est également possible pour vous.
Donc voilà, maintenant vous savez quelles sont les 5 étapes clés pour pouvoir capitaliser sur votre savoir-faire et doubler vos profits en 12 mois ou moins. Si vous avez des questions, si vous souhaitez étudier éventuellement un projet, n'hésitez pas à nous contacter pour votre rapide audit gratuit. Donc soit par mail à l'adresse qui s'affiche là, ou par téléphone sur les numéros de téléphone français qui sont que vous pouvez noter. Donc merci en tout cas pour votre attention, très bon succès pour votre projet et surtout n'oubliez pas de nous faire part de vos commentaires que nous apprécierons vivement. Merci et très bon succès pour votre projet.